Alors bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver à nouveau. Donc on va continuer encore donc notre travail sur tout ce qui a trait à la parole que l'on va exprimer une fois qu'on a fait ce travail de Savlanout. Donc on se rappelle que le travail de Savlanout, c'était donc de ne pas pour réagir immédiatement. Maintenant, évidemment, ne pas réagir, ça ne veut pas dire rester indifférent à ce qui s'est passé. Et évidemment, à un moment, on va vouloir exprimer, on va vouloir dire les choses. Et c'est là où, en effet, on avait commencé à voir ce texte très intéressant du Talmud. Ce texte dans lequel on nous dit la chose suivante, que trois choses nous devons dire vendredi après-midi avant Shabbat. Isartem et Ravtem Adikouetaner. Hier, on avait commencé à expliquer la première. Isartem, avez-vous fait les prélèvements obligatoires? C'est essentiellement en Israël, où en effet, si la nourriture... en tout cas, si les fruits et légumes n'ont pas eu les prélèvements obligatoires, on ne peut pas consommer de cette nourriture. Alors sachez qu'en Israël, vous avez énormément de magasins dans lesquels la totalité des fruits et légumes qui sont là-bas ont déjà été prélevés, parce que ces notions de prélèvement existent encore aujourd'hui. Mais nos maîtres nous disent qu'il faut dire ça belachon raka, avec un langage doux. Et le Talmud nous dit Amar Frizda l'olam al siladame mayoter betor betor. Frizda dit que un homme ne doit jamais créer une pression chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que on nous rapporte la fameuse histoire, donc on s'est arrêté dessus hier, de Pilegesh Bagiva, c'est-à-dire de cette jeune femme qui un jour avait fait un plat qui avait déplu à son mari parce qu'il avait vu dans le plat un cheveu, que sais-je, et donc il s'est mis en colère. Elle a quitté la maison parce qu'elle a eu peur. Il y a eu un viol collectif extrêmement, enfin très moche, c'est toujours moche. Et suite à ça, comme les gens ne l'ont pas secouru, il y a eu un conflit, il y a eu des guerres, enfin c'était une catastrophe. Et l'Agmara nous dit, regarde, d'une histoire comme ça, où les choses ont pu arriver. Et le Talmud va plus loin et nous dit, tout celui qui crée chez lui Emayotera une forme de pression trop importante, qui est là en train de s'énerver, en train de se mettre en colère, qui ne sait pas parler à la maison, eh bien, va se retrouver par la suite lui-même à transgresser un certain nombre d'interdits. Alors, ça veut dire quoi? Les Chachamim vont nous dire, au fond, vont nous décrire un petit peu ce qui peut se passer dans la maison de quelqu'un qui est là et qui ne sait pas parler pour faire passer les messages. Et on va donner quelques exemples. On va s'inscrire dans le domaine, si vous le voulez bien, du religieux. Donc on est ici face à quelqu'un de très religieux, de très pratiquant, qui fait attention à tout, à toutes les mitzvot, et qui est là et qui est très dans la colère, dans l'énervement. Pourquoi tu as fait ça? Ça va pas du tout et tout. Et évidemment, ça génère une peur, ça génère une tension, avec tout ce que ça peut avoir de complexe. Et on va prendre 2-3 exemples. Imaginons que on est un vendredi en hiver. Vous savez, vendredi en hiver, Shabbat commence relativement tôt. Et lui est parti à la synagogue et il va rentrer à la maison. Et son épouse réalise que sous la pression, elle n'a pas encore eu le temps d'allumer les bougies de Shabbat. C'est des choses qui peuvent arriver parce que tout simplement, on n'est pas des anges. Et puis, imaginons une chose pareille. Et Shabbat est déjà rentré. Shabbat est déjà rentré, mais elle imagine la crise de colère que son mari va faire quand il va rentrer à la maison en ne voyant pas les bougies du Shabbat allumées. Eh bien, le risque, en effet, de se retrouver à allumer les bougies de Shabbat alors que c'est déjà Shabbat, et celui qui en aura bien sûr la responsabilité, c'est son conjoint. Ou alors, elle a préparé un plat, et puis ce plat a brusquement un problème de cache-route, ou alors il y a un peu de lait qui est tombé dans le plat, c'était un plat de viande, et donc il faut poser la question, est-ce que c'est kasher ou pas? Mais la peur de la crise de colère de son mari, comment tu ne sais pas faire attention aux choses, nanana. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va lui donner à manger ce plat, et puis voilà, tout simplement, il aura mangé non kasher. C'est-à-dire que un homme de part, et là on parle de l'homme, nos maîtres parlent de l'homme parce qu'ils savent que malheureusement, souvent, c'est l'homme qui peut se retrouver dans ces moments de colère. Eh bien, ils disent, au fond, tu risques d'être le premier perdant au-delà de tout ce que tu vas détruire par ailleurs dans le monde de la relation et dans toutes les autres choses. C'est-à-dire que tu es là, mais la pression que tu mets génère à la maison un certain mode de comportement dont tu pourrais être toi-même la victime sans t'en rendre compte, parce que tout simplement, les gens ont peur de tes réactions et donc font tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'univers du mensonge, quand on ment, et qu'on ment parce que tout simplement on veut se protéger de la colère de l'autre. Eh bien, c'est celui qui nous a amené à mentir qui devrait réfléchir sur les réactions qu'il a et comment se fait-il qu'on se retrouve dans des situations pareilles.
En tout état de cause, on va reprendre maintenant plus en profondeur cette notion. Amar Rabba Baravachana, eh bien, Rabba Chana va nous dire Shlosha Dvarim Tzarich Adam Betor Beto Erev Shabbat. Donc, c'est ce texte du Talmud dans lequel ce maître nous dit qu'on doit dire 3 choses chez soi à la maison avant Shabbat. Isartem et Raftem Adiku et Taner. Alors, Isartem et Raftem, c'est tout ce qui est lié à des lois particulières de Shabbat qu'il faut faire avant. Le Hérouv, c'est la possibilité de transporter d'un endroit à l'autre. Le Maaser, ce sont les prélèvements obligatoires. On ne va pas s'étendre là-dessus. Et troisième chose, Adiku et Taner, allumer les bougies. Et le texte continue et nous dit V'tsarich le memri nu benichuta ke'echi de l'ikabli numine. On va s'arrêter sur l'analyse de ce texte. V'tsarich, et il faut le dire, le memri nu. V'tsarich le memri nu, pardonnez-moi, il faut les dire benichuta de manière calme, qui heichi de l'ikabli numine, afin que l'autre puisse le recevoir. Si on analyse ce texte, en vérité, il doit se séparer en 2 parties. La première partie du texte, c'est en effet des questions. C'est-à-dire, le mari est à la maison, il rentre, il dit est-ce qu'on n'a pas oublié de faire le maaser? Est-ce qu'on n'a pas oublié de faire ceci? Parce que si on ne l'a pas fait, on va être embêté pendant Shabbat. Je vous rappelle ce qu'on avait vu hier, c'est que les maîtres du Talmud avaient l'habitude d'aider à la maison, et le Talmud nous précise que certains veillent de Shabbat s'occupaient du poisson, d'autres s'occupaient de faire ceci, cela, etc. C'est-à-dire, ils ne restaient pas inactifs. Donc, on n'est pas ici dans l'univers, et j'ose espérer que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez les gens, du despote qui arrive en disant « Bon, alors, avez-vous fait ceci, avez-vous fait cela ?» Non, non. Il s'agit de quelqu'un, on ose espérer, qui lui aussi met la main à la pâte et puis travaille. On raconte d'ailleurs, c'est une petite histoire, une histoire vraie, qu'un jour, quelqu'un qui étudiait la Torah avec beaucoup de sérieux, toute la journée est venu chez un grand maître, il a dit « Voilà, écoutez, j'ai une question à vous poser, ma femme veille de Shabbat, elle prépare beaucoup de choses, des salades, etc., etc. Mais je me rends compte que Shabbat, après, elle arrive, elle est fatiguée. Est-ce que vous pensez que c'est un problème si je lui dis de préparer moins de salades, c'est pas manquer de respect au Shabbat ?» Le Rav l'a regardé, lui a dit « Non, non, mais tu prends un balai. » C'est-à-dire qu'en 2 mots, peut-être que tu mets un peu de côté de ton étude et puis tu donnes un coup de main à ton épouse. C'est peut-être ça qu'il ne faut pas oublier de faire. D'accord ? Donc, comme d'ailleurs il y a une tradition, d'après la Kabbale, on dit que plier le talit, le châle de prière qu'on a utilisé Shabbat, tout de suite après samedi soir, c'est quelque chose qui a une grande valeur au niveau du shalom bayit, de l'équilibre familial. Et nos maîtres avaient l'habitude de dire, mais donner un coup de main pour faire la vaisselle, je te garantis que c'est encore bien plus efficace que juste plier son talit. Je ferme cette parenthèse, donc on ne parle pas ici du despote qui arrive, mais de quelqu'un voilà, qui pose la question, parce que parfois, dans le stress, dans la course, on peut oublier. Donc, est-ce que vous n'avez pas oublié de faire ci? Est-ce qu'on n'a pas oublié de faire ça? Et dans la mesure où toi-même tu participes, évidemment, on ne le vit pas mal. Mais, attention, la troisième chose, ce n'est pas une question, c'est une demande. Parce que allumer les bougies, je sais pas, tu as des yeux. Donc, c'est pas est-ce que vous avez allumé les bougies. Si c'était une question, eh bien, tu n'as pas besoin de la poser. Est-ce qu'on a fait les prélèvements? Tu ne peux pas le savoir. Mais est-ce qu'on a allumé les bougies? Ben, ouvre tes yeux, regarde, elles sont allumées, elles ne sont pas allumées. Et donc, évidemment, ici, ce n'est pas une question. C'est hadliku et taner, allumer les bougies. Alors, si vous le voulez bien, je vais essayer de m'imaginer la scène suivante. Shabbat rentre, on va dire, à 20h. Et moi, donc, je vais prendre le rôle de cet homme qui est là et qui va dire allumer les bougies. J'essaye de m'imaginer que je dis ça à mon épouse à 19h ou à 19h15. Elle va me regarder, elle va me faire sûrement un grand sourire, elle va me dire « C'est bon chérie, il y a encore le temps ». Donc évidemment, je ne vais pas commencer à dire à mon épouse d'allumer les bougies si on est 3/4 d'heure, 1 heure avant Shabbat. Donc si je le lui dis, c'est que sans doute, il est temps de les allumer, c'est-à-dire il est peut-être 19h58. Et là, je constate qu'elles ne sont pas allumées et je dis allumez-les. Ça a l'air d'être tout banal. Et regardez ce que nos maîtres nous disent. Ils nous disent 2 choses. Cette chose-là, comme les autres, V'tsarich le memrinu benichuta, il faut les dire calmement. Mais regardez la seconde partie de la phrase, qui est très intéressante, parce qu'a priori, elle n'en voit pas l'intérêt. Il nous dit afin de l'ikabli nominé, que l'autre puisse recevoir les mots que tu dises. Qu'est-ce qu'on a besoin de préciser cette chose-là? Dire les choses calmement, eh bien, disent nos maîtres, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on peut dire les choses calmement, c'est-à-dire sans s'énerver, sans se mettre en colère, mais sur un ton parfois très neutre, très dur, très remis en cause,
allumez les bougies. Je me suis pas énervé, hein. Dites-moi peut-être qu'il serait le temps d'allumer les bougies, hein, vous pensez pas? Non, vous voyez un petit peu le style, quoi. Ben, je crois que ça serait peut-être quand même bien si on allumait les bougies maintenant. J'ai dit les choses calmement. Je me dis allumez les bougies, allumez le feu. J'ai pas dit ça. Je l'ai dit calmement. Mais vous avez vu la manière dont je l'ai dit. C'est quelque chose qui peut être terriblement blessant et inentendable. Et nos maîtres précisent et dit qu'Éri de l'Ikabli nominé, que la chose la plus fondamentale, c'est quoi? C'est que l'autre puisse le recevoir. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose à dire à l'autre, au-delà de la nécessité évidemment de réfléchir au ton que tu vas utiliser, interroge-toi sur comment vais-je faire pour que l'autre puisse être mekabel, recevoir mes paroles. C'est-à-dire s'interroger sur la difficulté éventuelle que l'autre peut avoir d'entendre les mots que je vais prononcer, parce que tout simplement, ils peuvent être bouleversants. Et ça, c'est quelque chose qui demande une vraie réflexion. Et je vais m'arrêter avec vous un petit peu sur cela. Lorsque je vais dire, et je vais reprendre l'exemple du Talmud, on va rester sur cet exemple, après on va peut-être essayer de prendre d'autres exemples de la vie. Quand je dis à mon épouse, chérie, il faudrait peut-être allumer les bougies maintenant. Moi, je le dis gentiment. Mais qu'est-ce qu'elle entend, elle? Peut-être qu'elle, elle entend derrière cela une forme de reproche. Genre, comme disent les jeunes, genre, tu te rappelles pas, genre, tu fais pas ce qu'il faut. Alors que elle, depuis hier, elle prépare son Shabbat dans les détails pour faire plaisir à tout le monde et pour que le Shabbat soit beau. Et vous imaginez un petit peu? Moi, j'ai dit cette phrase de manière, entre guillemets, dans ma tête, anodine. Je lui ai juste dit, tu sais, Shabbat rentre dans 2 minutes, faudrait pas oublier d'allumer les bougies. Donc, dans ma tête à moi, je ne suis pas du tout ni dans un reproche, ni dans une remontrance, ni dans une accusation quelconque. Mais qu'est-ce que je sais de la manière dont elle est en train de le vivre? Or, ce qui est important, c'est que l'autre puisse recevoir les mots que je prononce, c'est-à-dire se les approprier, les entendre, et sur la base de ça, en faire quelque chose. Alors, on va essayer d'imaginer comment on ferait dans une situation pareille. Eh bien, on va essayer de réfléchir, de se dire, l'autre risque de voir une forme de reproche déguisée dans les mots que je prononce, même si je les prononce de manière très calme. Donc, comment je fais? Eh bien, je désamorce les choses. Comment? En disant peut-être ici, chérie, waouh, quelle table magnifique, ou comme tu es belle, ou enfin voilà, n'importe quoi. Dis quelque chose qui montre que tu as vu des choses merveilleuses. Tu sais, là, il ne faut pas oublier, là, c'est Shabbat dans 2 minutes. Donc, les mots que j'ai prononcés en amont sont là pour pouvoir permettre à l'autre d'entendre la suite, parce que l'interprétation que l'autre pourra faire de mes mots, eh bien, j'ai fait en telle sorte qu'elle ne soit pas négative en disant quelque chose précédemment. Ça peut être avec des mots, ça peut être avec un geste affectueux et tendre, ça peut être avec ce que vous voulez. Ici, en l'occurrence, dans ce cas, des bougies du Shabbat. Et c'est intéressant de voir que les maîtres de la tradition juive, à travers l'utilisation de ces 3 mots, qui heichi, pardonnez-moi, il y en a 4, qui heichi de l'ikabli nominé, afin que l'autre puisse le recevoir, nous ouvrent à réfléchir sur la base même de la manière dont on passe un message à l'autre et de l'interrogation que nous devons avoir sur ce que l'autre reçoit. Et évidemment, toutes les personnes qui ont réfléchi sur les fondamentaux de la communication savent très très bien qu'en communication, la partie la plus importante, c'est quoi? C'est pas le message émis. Ce que j'émets, ce que je suis en train de dire n'est pas important. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le message reçu. Qu'est-ce que l'autre a reçu? Qu'est-ce que l'autre a entendu? Qu'est-ce que l'autre a perçu à travers les mots, à travers les silences, à travers le visage, à travers, comme on le sait très bien, toute la partie non verbale, qui était tellement essentielle. Vous allez dire à l'autre, allume les bougies s'il te plaît. Dans cette rigidité du ton, du teint et du reste, c'est un coup de poignard. C'est bouleversant. C'est inaudible. C'est inaudible. Et ça, c'est ce que nos maîtres nous apprennent. Et
Il y a un maître d'ailleurs qui dit la chose suivante: Amar Ravashi analoshmi aliha vekaimatia misvara. Et Ravashi arrive et dit cette idée-là qu'il faut dire les choses calmement et de telle manière à ce que l'autre puisse entendre, eh bien, Ravashi dit de manière très fière: moi je n'avais pas entendu cet enseignement, mais de moi-même je le faisais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'un maître du Talmud dit « Je suis heureux d'avoir compris par moi-même cela et de découvrir qu'en vérité c'est un enseignement que l'on nous transmet depuis le Sinaï. » Et évidemment, cette chose-là, elle est au cœur de la construction. Je vais faire une parenthèse qui va vous sembler un petit peu curieuse. Hier, j'ai reçu un mail, et dans ce mail-là, on parle entre autres actuellement d'une série qui fonctionne très bien sur Netflix, qui s'appelle Une orthodoxe, d'accord, qui raconte l'histoire de ce que l'on dit être vrai, de cette jeune femme appartenant à une communauté chassidique aux États-Unis et qui s'est enfuie de cette communauté pour pouvoir se retrouver elle-même et qui est aujourd'hui à Berlin. Évidemment, si on fonctionne dans un monde religieux et on oublie ces fondamentaux de ce que la tradition juive nous dit, alors on peut comprendre qu'à un moment, quelqu'un puisse se lever et s'enfuir, même si évidemment il faut toujours essayer de contextualiser les choses et de comprendre ce qui se passe et ne pas juste prendre les événements en dehors de leur contexte, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est très intéressant parce que si au fond on s'arrêtait sur tout ce que les Chachamim, sur tout ce que la Torah nous demande de faire et d'être, dans la relation à l'autre, et ici plus particulièrement on parle de la relation de couple, mais ça nous ouvre au monde des relations, alors on comprend bien que la communication peut exister, parce que l'autre peut recevoir et entendre. Et sur la base de cela, eh bien, on va justement rentrer dans comment on va faire passer ces messages. On voit que donc la notion de savoir supporter doit coexister avec ce que l'on appelle menuchat hanefesh, c'est-à-dire une forme de sérénité intérieure. Cette sérénité intérieure, et elle va s'exprimer de manière merveilleuse à travers un enseignement de Nachmanide, le Ramban, qui est un contemporain du Rambam. Un, ça finit par ne, et l'autre, ça finit par m. Le Ramban, donc Nachmanide, un des géants de la tradition juive qui fait partie de l'époque des Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge, eh bien, le Ramban va écrire, entre autres, une lettre à son fils. Il va écrire des commentaires sur la Torah, sur le Talmud, basés sur l'explication première, basés aussi sur la mystique, ce sont des esprits absolument gigantesques, et il va lui écrire une lettre dans laquelle il lui dit, et je la lis et je la traduis, Hitnahek tamid, le daber kol dvarecha benachat. Prends l'habitude de manière constante d'exprimer tout ce que tu dois dire, benachat, de manière calme et sereine. Le choladam, et ce vis-à-vis de chaque individu, ou becholet, et à chaque moment, ou bezetinat selminakas, et à travers cela t'aidera à te sauver de la colère, chez Himidara al-Arti bne Adam, qui est un trait de caractère extrêmement négatif et qui amène l'individu à fauter dans toutes sortes de domaines. Le Ramban, donc, exprime cette idée, c'est-à-dire de s'habituer aussi à parler de manière calme et sereine. On va reprendre donc un petit peu ce que l'on a vu, parce que c'est quelque chose de capital. On a travaillé sur la savlanout. On a travaillé donc sur le fait de ne pas réagir immédiatement. On a vu la complexité de ce travail qui prend des semaines, des mois, voire des années. Et en même temps, comme le dit Rav Wolbe, supporter une situation, ce n'est pas ne pas en parler. Clairement, il faut à un moment verbaliser, exprimer et dire les choses. Sur cela, le Ramban, sur cela, pardonnez-moi, Rav Wolbe est impératif. Il va falloir à un moment dire, sauf si bien sûr on relativise de soi-même et on dit mais bon, je sais très bien que l'autre m'a dit ça, c'est pas important et on le met de côté et que vraiment ça ne nous touche pas. Mais parfois, on ressent le besoin. Et c'est là où en effet ce texte du Talmud nous ouvre à cette idée qui est capitale, c'est comment vais-je faire pour que l'autre
soit mekabel. Cette notion de Kabbalah, c'est-à-dire, Kabbalah c'est recevoir, c'est-à-dire être prêt à entendre, à intégrer les mots que tu me dis, pour pouvoir sur la base de ça, créer un dialogue et avancer et progresser. Et c'est ça que nous devons penser et réfléchir. Et souvent, et d'ailleurs on l'a tous constaté dans le monde des relations, on a dit à un moment une phrase qui était relativement neutre, qui n'est même pas nécessairement une remontrance, un reproche, mais que l'autre a très mal vécu parce qu'il en a fait une lecture totalement inexacte. C'est-à-dire, imaginez un couple dans lequel le mari dit à son épouse ah tiens, tu es en train de préparer telle chose. Elle peut entendre cela comme étant pourquoi tu fais telle chose, ou alors tu es en retard, ou alors c'est pas le moment, que sais-je. Et ça peut être la femme la plus intelligente du monde, elle peut être le président de Google si vous voulez, elle a sa sensibilité, elle a son modèle de fonctionnement. Ah, pourquoi est-ce qu'elle l'a compris en premier? Peut-être que ces mots réactivent une parole qu'elle a entendue il y a longtemps de son père, que sais-je. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que le 100% ne pourra jamais exister dans le monde de la communication parce qu'on ne connaît pas l'intégralité de la sensibilité de l'autre, même si au bout d'un moment, on la découvre et on essaye au maximum d'en tenir compte. Donc, le travail à faire, c'est de rassurer l'autre avant de lui dire les mots que nous avons besoin d'exprimer. Et je vais vous donner un exemple très simple qui m'est arrivé il y a longtemps de cela dans le cadre de mon travail. Je devais partir en Israël et j'avais là-bas une réunion assez importante, on va dire, et j'avais demandé à un de mes collaborateurs de me préparer tout un dossier. Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu pourrais me préparer tel et tel dossier dont j'aurais besoin sur place. Il me l'a remis, je n'ai pas vérifié, je lui faisais confiance. Je suis arrivé là-bas et pour une raison que je ne m'explique pas jusqu'à aujourd'hui, il avait totalement mal mis les feuilles dans les pochettes et quand j'ai ouvert, tout est tombé par terre. Il avait mis les choses à l'envers, enfin voilà, il ne les avait pas fixées, etc. Et paf, je me retrouve avec tout qui tombe par terre, 20, 30, 40 feuilles. C'est un peu compliqué, surtout quand vous commencez à être en réunion. Mais bon, c'est pas grave, vous gérez, vous rangez, vous continuez. D'accord? Évidemment, comme dirait l'autre, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas dramatique, c'est pas catastrophique. Mais à un moment, il va me dire quand je rentre, alors comment ça s'est passé? Je me suis dit, je vais le lui dire. Mais la question est la suivante. Si je commence à lui dire immédiatement, écoute, c'était très bien cette réunion, mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu m'as fait, même si je lui dis très, très, très correctement, voilà, tu n'étais pas du tout fixé, c'est tombé, etc. Lui, évidemment, ça va l'atteindre, ça va le toucher, et surtout, on rentre dans le monde de l'interprétation, parce qu'il se dit, quelle va être la suite de ma parole? En 2 mots, il se sent sur un siège éjectable. Et quand vous vous sentez sur un siège éjectable, et si ce n'est pas dans le cadre du travail, mais dans le cadre d'une relation amoureuse sur un siège éjectable affectif, vous vous fermez, vous contre-attaquez, enfin, on ne réagit pas nécessairement comme il se doit. Alors, à ce moment-là, quelle est la meilleure parole à dire? Écoute, je voulais d'abord te remercier, le dossier était parfait, j'avais vraiment tous les éléments dont j'avais besoin. Donc en 2 mots, je te rassure. Maintenant, j'ai quelque chose à te dire, c'est comment se fait-il que? Vous voulez faire une remarque à quelqu'un parce que l'autre n'a vraiment pas fait ce qu'il faut. Vous allez dire, je voulais vous voir. Tout d'abord, je voulais vous parler de ce que vous avez fait récemment, c'était très très bien, j'étais très satisfait. Mais il y a un point sur lequel je voudrais vous revenir, sur lequel j'ai une difficulté. Donc, en amont, vous avez rassuré. C'est-à-dire, vous avez empêché l'autre d'être dans une interprétation de ce que vous allez dire par la suite. Vous avez bloqué parce que vous lui avez dit, écoute, tu es quelqu'un de bien, je le sais, maintenant je vais dire quelque chose, mais ne déduis pas des mots que je prononce que à partir de maintenant, ceci, cela. Ne fais pas de déduction. Et donc l'autre est en possibilité de recevoir pleinement les paroles que je vais prononcer. À plus forte raison qu'on est dans l'univers des relations affectives, des relations amoureuses, des relations de couple, des relations à l'enfant. Dire à quelqu'un qu'on n'est pas content sur un point, même si on le dit très calmement, la personne se sent un peu déstabilisée au niveau affectif et ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'individu qui est en face d'elle. Est-ce qu'il ressent toujours de l'amour? Est-ce qu'il est encore... Elle ne peut pas le savoir. Si vous dites avant à l'autre combien vous l'aimez ou combien vous avez apprécié telle et telle chose, mais il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on discute parce que ça m'a un peu embêté, à ce moment-là, l'autre peut être mekabel. Vous l'avez ouvert à entendre
Pas juste parce que vous allez utiliser un terme calme et serein, mais aussi parce que vous lui permettez de ne pas être dans une mauvaise interprétation des mots qui vont être prononcés par la suite. Et on le sait pertinemment, la majeure partie des difficultés qu'on a dans le monde des relations sont liées à ces problématiques d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Enfin, il y en a des dizaines des exemples, j'en ai plein devant moi, donc à la limite, j'ai presque pas envie d'en donner tellement il y en a, mais où vraiment les personnes se retrouvent très mal parce que tout simplement, elles ont entendu des mots et elles les ont au-delà de la difficulté qu'on n'a pas les mêmes dictionnaires, mais elles en ont fait des déductions. Et donc, on en revient à ce texte du Talmud. Les maîtres nous disent, tu vas dire à ton épouse, tu sais ma chérie, il faut allumer les lumières du Shabbat, mais dis-lui, tu sais ma chérie, je t'aime beaucoup, ou alors c'est merveilleux ce que tu as fait, juste tu sais, Shabbat rentre dans 3-4 minutes. Madame, vous pouvez dire les mêmes mots par rapport à votre mari pour le fait qu'il doit mettre sa cravate ou ranger les affaires, hein, c'est le même principe. Là, le Talmud nous parle par rapport à quelque chose qui au niveau de la loi doit être fait. Mais évidemment, voilà donc ce point sur lequel on s'est arrêté aujourd'hui et qui est un point qui va être un point fondateur. Et c'est intéressant parce que ce que je vous propose de faire, ce que je nous propose de faire, ça me concerne comme tout le monde, c'est lorsque l'on a dit quelque chose à quelqu'un et qu'on se rend compte que l'autre a bloqué ou alors n'a pas réussi à être mekabel, ça serait intéressant, dans un second temps, à un moment où on est calme, de dire à l'autre, dis-moi, quand j'ai dit ça, qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu as compris? Alors parfois, la personne peut se renfermer. C'est toutes les problématiques de communication, la peur de s'ouvrir, etc. On en parlera d'ailleurs dès le moment où on abordera d'autres thématiques. Mais dire à l'autre, tu sais, quand j'ai dit ça, eh bien voilà au fond ce que moi je voulais te dire, mais je peux comprendre que tu as peut-être compris autre chose. C'est-à-dire on peut ouvrir et réfléchir par soi-même. Quand on a essayé de dire les choses calmement, sereinement, et qu'on voit que l'autre ne les a pas reçues, souvent on a tendance à s'enfermer, à dire « ouais, c'est pas sympa, pas important ». Non, peut-être que l'autre a entendu autre chose, ou alors mes mots ont généré chez lui une peur et une angoisse. Je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire très intéressante, d'un jeune couple dans lequel le mari vient, et là en l'occurrence c'était le mari vis-à-vis de son épouse, mais vous allez comprendre pourquoi c'était le mari ici. Il dit, moi je ne comprends pas, j'ai envie de bavarder avec mon épouse, de lui parler à un moment de certaines choses, de lui dire, écoute, voilà, il y a un ou deux points, j'aimerais discuter avec toi, parce que voilà, il y a certaines choses qui ne se sont pas super bien passées entre nous. Et il dit, et j'essaye de le faire de la manière la plus ouverte, la plus gentille, la plus souriante, etc., etc. Et chaque fois, je sens qu'elle se ferme. Comment pouvait-il savoir que quand il proposait à son épouse la manière dont il le lui proposait, et surtout le cadre, était quelque chose qui leur envoyait une histoire personnelle difficile. Il disait, viens, on va se poser un petit peu à table ensemble, viens, on va s'asseoir et on va discuter. Mais il ne pouvait pas imaginer que cette jeune femme, lorsqu'elle était adolescente, son père, qui était un homme charmant d'un côté peut-être, mais très dur de l'autre, eh bien, chaque fois qu'il lui disait, viens, on va s'asseoir, on va parler ensemble, elle savait très bien qu'elle n'aurait pas un mot à dire et qu'elle serait tout simplement sujet à des remontrances, à des reproches, à des remontrances, et A, et B, et voilà ce que tu as fait, et ça s'arrêtait là. Et donc, évidemment, elle, quand il lui propose, ça lui rappelle cela, et c'est très inconscient, et ça la bloque, elle se ferme par peur de se retrouver. Évidemment, vous comprenez bien que dans un cas pareil, lui, il ne peut même pas imaginer, mais il faut être capable d'imaginer. C'est-à-dire, il faut se dire, comment se fait-il, alors que j'essaye de mon côté, d'exprimer les choses calmement, sereinement, l'autre n'arrive pas à l'entendre, ou alors l'autre a difficile à être à l'écoute. Première question, est-ce que je ne mets pas l'autre dans une position, dans une posture de crainte, de peur, d'inquiétude, à travers les mots que je vais prononcer? Qu'est-ce que je fais pour rassurer l'autre en amont que les mots que je vais me prononcer ne sont pas l'expression d'un désamour, d'une rupture ou d'une distance? Qu'est-ce que je fais pour que l'autre soit rassuré? Et souvent on va dire, non mais l'autre sait que je l'aime, oui, mais enfin, il a peut-être besoin de l'entendre, ou il a besoin de percevoir cela à travers les compliments qu'il va faire. Et même si on fait cela, et que ça bloque, alors il va falloir s'interroger si on ne fait pas remonter à la surface des choses qui sont très difficiles pour l'autre à écouter, mais ça sera déjà encore un autre sujet. On touche d'ailleurs, on commence à flirter avec l'univers de la psy,
dans lequel parfois on a besoin d'avoir un tiers qui peut nous aider à décrypter la difficulté qu'il y a de construire une communication, même si des deux côtés on le désire. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, on va s'arrêter pour cela aujourd'hui avec ce point important qui est ce texte du Talmud, V'tsarich le memrinu beni chuta qui est écrit de l'Ikablinamine, travailler sur le ton de sa voix et surtout comment faire pour que l'autre puisse recevoir et s'approprier les mots à travers toute la réflexion qu'on a développée ensemble. Merci pour votre écoute, votre présence, qu'on ait de très bonnes nouvelles les uns des autres. Juste, on va peut-être commencer à partir de demain à prendre tous les jours après le cours 10 minutes pour vos éventuelles questions. C'est-à-dire, on considérera que le cours s'arrête à la fin de ces 30 minutes et au bout de ces 30 minutes, eh bien, les personnes qui sont intéressées pourront poser les questions qu'elles